bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes le vendredi 29 juillet 2022. À Abidjan, le Premier ministre a visité jeudi les chantiers du projet d'aménagement de la baie de Cocody. Patrick Achi a aussi pu voir de près l'évolution des chantiers de réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé, le pont de Cocody et le carrefour de l'Indénié. Il s'agissait, selon notre reporter, de projets qui vont changer le visage de la ville d'Abidjan. On retrouve le compte-rendu de Lanciné Bakayoko. Il n'a pas hésité, Patrick Achi, à mettre les pieds dans l'eau pour s'imprégner de la vraie situation des travaux de réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand Bassam. Ce fleuve a vu son embouchure avec la mer s'ensabler au fil du temps depuis l'ouverture du canal de Vriti. Il fallait ouvrir cette embouchure, sinon l'eau qui vient chargée de tout ce qu'on peut imaginer de l'intérieur du pays rentre dans la lagune. Et vous voyez ces phénomènes d'eutrophisation, des plantes sur la lagune, ces couleurs, ces odeurs. Donc la première chose, puisque à terme, c'est de rendre ce plan d'eau bleu et clair, la première chose, c'était de permettre à ce fleuve de la Comoé de pouvoir se jeter dans la mer en réouvrant l'embouchure de Grand Bassam. Ce chantier, nous l'avons vu, il est achevé à 75%, donc il devrait s'achever d'ici la fin de l'année dans les délais. L'ouverture de l'embouchure permettra d'enrichir le bassin marin et lagunaire en faune et en flore et de dégager une baie propice à des activités de pêche et de tourisme. Patrick Achi s'est également rendu sur le pont de Cocody, ce projet qui va fortement contribuer à améliorer la mobilité urbaine à travers le viaduc reliant directement le plateau et Cocody. Une véritable transformation pour la lagune et la ville, avec l'aménagement des berges, notamment pour les loisirs et le tourisme. Voilà donc le pont qui descend de la cathédrale, qui est un pont majestueux à haut banc, qui va donc traverser toute la lagune et atterrir au niveau de l'amorce pour aller vers Saint-Jean, à la hauteur du lycée classique. Donc à partir de ce moment-là, on règle véritablement des problèmes de trafic. Maintenant, on a un lieu qui est mythique. Cette baie de Cocody, elle est une baie naturelle d'une beauté, comme vous le voyez, sublime. Et donc, plutôt que de faire un pont normal, le président a souhaité qu'on fasse un pont à haut banc. À côté de ce pont à haut banc, vous allez voir ici que nous avons prévu une zone pour une marina où on pourra avoir des bateaux, des loisirs, des jeux, mais également une superficie rectangulaire que vous voyez là, où vous aurez des restaurants, des cafés, des magasins. Ça sera un lieu de visite, de tourisme. Quant au carrefour de l'Indénié, point névralgique du réseau de circulation d'Abidjan, il a déjà fière allure. Ces travaux, qui devraient être livrés en août, vont fluidifier la circulation en protégeant les populations et leurs biens contre les inondations et enfin en dépolluant la baie de cette vague de quantité considérable de rejets venant du bassin versant du Gourou. Avec les voies venant des différentes directions, aussi bien des 220, de l'Indénié, du boulevard lagunaire, de la Canebière, de Cocody, on avait un bouchon qui pouvait prendre des heures. Et donc l'échangeur qui a été fait là a pour objet également donc, de régler ce problème d'embouteillage au niveau du carrefour de l'Indénié. Tous les projets réalisés par le président Alassane Ouattara ainsi que ceux en cours montrent la ferme volonté du chef de l'État de doter la Côte d'Ivoire de tous les leviers nécessaires pour son rayonnement. Dans l'offshore ivoirien, un nouveau gisement pétrolier vient d'être découvert, un gisement dans le permis CI 802 et qui se veut très prometteur. Il a été justement visité par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Mamadou Sangafoua Koulibaly est allé s'imprégner de près des travaux qui se déroulent sur place. On retrouve encore une fois Lanciné Bakayoko. À côté du gisement baleine, dont le potentiel oscille entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut et 1800 et 2400 milliards de pieds cubes de gaz associés, voilà un autre puits testé avec succès sur le bloc 802 au large de la station balnéaire d'Assini, non loin de la frontière ghanéenne. Cette nouvelle découverte devrait accroître le gisement baleine de 25% avec des réserves qui vont passer de 2 à 2,5 milliards de barils de pétrole et de 2400 à 3000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Sur la plateforme, les techniciens sont déjà à pied d'œuvre en vue d'accélérer les délais de mise en exploitation. Des foreurs sont déjà en action.
Mais la mise en exploitation n'interviendra pas avant le premier semestre de 2023. Dans les perspectives, le chef de l'État a souhaité que le développement se fasse le plus rapidement possible. Et le directeur général vient de nous assurer que ça va être l'un des développements les plus rapides au monde. En général, cela met en moyenne 5 ans pour développer. Mais je crois que dans le cas de la Côte d'Ivoire, ils ont recouru aux dernières technologies pour qu'à partir de 2023, on puisse commencer la phase 1 du développement. Et nous sommes venus nous assurer que les choses se passent correctement. Cette importante découverte ouvre de nouvelles perspectives pour la Côte d'Ivoire, qui devrait multiplier par 20 ses réserves prouvées, la propulsant du coup dans le quota africain des pays producteurs de pétrole. Cette nouvelle découverte rend attractif le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, hier jeudi, il s'est tenu à Abidjan un conseil des ministres des États membres du Conseil de l'Entente. La rencontre s'est tenue conformément aux dispositions de la charte et du règlement financier de l'institution. La session, la 20e du genre, a approuvé le rapport annuel de performance 2021 ainsi que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre dernier. Plus de détails avec Michel Digré. La 20e session du Conseil des ministres des 5 États membres du Conseil de l'Entente a donné quitus au secrétariat exécutif pour sa gestion et au commissariat aux comptes pour l'exécution de son mandat. Réunissant les ministres des Affaires étrangères et ceux de l'économie et des finances des 5 pays membres, le Conseil a salué la nouvelle dynamique amorcée par l'institution. Le Conseil des ministres se réjouit de nouvelles actions engagées par le nouveau secrétaire exécutif pour faire du Conseil de l'Entente un instrument de politique important, une force de concertation et de dialogue, ainsi qu'un espace d'entraide et de solidarité conformément aux orientations reçues des chefs d'État. Présidant la réunion, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a souhaité que l'institution puisse susciter des ressources additionnelles. En référence aux ambitions légitimes et aux enjeux du repositionnement de notre organisation commune, il importe que le Conseil de l'Entente se réinvente à travers l'élaboration diligente d'un plan stratégique 2023-2027 audacieux et la mise en œuvre de stratégies innovantes de mobilisation des ressources additionnelles. Comme vous le savez, le défi de l'accroissement des ressources du Conseil de l'Entente mérite d'être relevé pour lui permettre d'atteindre les objectifs fixés par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Un vœu au cœur des travaux de cette réunion. Et je me réjouis que cette 20e session du Conseil des ministres ait permis de faire avancer le plaidoyer auprès des États membres sur la nécessité de renforcer la contribution des États en faveur du Conseil de l'Entente, pour que ce Conseil de l'Entente gagne dans sa capacité financière et dans sa capacité opérationnelle. C'est l'une des premières leçons que je tire de cette réunion du Conseil des ministres. La deuxième leçon, c'est que je me réjouis tout particulièrement que le collectif budgétaire 2022, c'est-à-dire le budget modificatif, ait été adopté. Le Conseil des ministres a par ailleurs demandé au secrétaire exécutif de poursuivre ses efforts pour identifier de nouveaux partenaires financiers. À l'intérieur du pays, la 3e édition de la Ronde du social a été lancée dans la capitale de la région de Bouaké par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Maître Adama Camara a utilisé cette plateforme pour appeler les populations ivoiriennes à adhérer massivement à tous les mécanismes de protection sociale mis en place par le gouvernement depuis 2011. Des outils de protection sociale qui ont amélioré les conditions de vie des populations et visiblement réduit l'indice de pauvreté en Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant au dossier politique de la rédaction de RTI 1. Le RHDP veut donner le pouvoir à ses militants de base en leur permettant de choisir leurs responsables locaux à travers un vote. Et c'est ce que le parti a entrepris récemment avec l'élection de ses secrétaires départementaux. 349 postes étaient à pourvoir dans 123 départements administratifs. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme, nous rapporte Mahama Traoré qui retrace ici les enjeux de ce scrutin. Reportage.
La 8e réunion du directoire du RHDP se tient 72 heures après l'élection des secrétaires départementaux du parti. C'est d'ailleurs cette élection qui va animer les débats de cette séance de travail. Un scrutin censé permettre à la base de désigner ses responsables locaux dans les 123 départements administratifs que compte le RHDP sur l'ensemble du territoire. Il s'agit pour nous donc de renouveler le personnel d'encadrement au niveau local. Bien évidemment, c'est ce personnel donc élu qui va organiser les militants, qui va aller donc à la recherche de nouveaux militants et asseoir donc une base très large du parti et pour que ces élections de 2023 se passent dans les meilleures conditions. Toutefois, dans 5 départements administratifs, les bureaux de vote n'ont pas ouvert pour cause de report anticipé. Dans 4 autres, le vote a été suspendu pour cause de violence au motif de la contestation de la liste électorale. Ce fut le cas à Sandégué, localité du nord-est du pays. Le directoire nous a fait appel pour nous dire qu'on ira aux élections tel jour, sur la base des sections qui ont été préétablies d'alors, mais pas avec de nouvelles sections. L'unification, c'est depuis 2018. Si des responsables n'ont pas pu faire valider une section de 2018 à 2022, mais ce n'est pas la faute à Boubacar. Certains candidats ont eu à faire donc un recours. Dans ce recours, le parti a été saisi. Nous sommes un parti organisé. Ce qui s'est passé, notamment les quelques actes isolés de violence sont à dénoncer. Ce n'est pas l'identité du RHDP. La preuve, c'est que plus de 96% des localités ont voté dans le calme. Le RHDP ne se résume pas donc à un bureau de vote donc dans un endroit, mais ce qui s'est passé est d'une extrême gravité et le parti donc compte donner une suite après avoir entendu toutes les parties. Sur un total de 349 postes de secrétaires départementaux à pourvoir, 327 ont été élus, soit 93,7%. Dans bien de localités de la région du Lodjibois ou à Abobo dans le district d'Abidjan, cadres et militants ont fait l'effort d'aboutir à un consensus autour des candidatures ou listes de candidatures. Ce cas de figure a été observé dans 52% des circonscriptions électorales. Nous avons commencé le travail et aujourd'hui, ils ont pris la relève. Et ils font tellement bien le travail qu'aujourd'hui, pour les élections, ils s'entendent pour faire des listes communes, ils s'entendent pour s'aligner, pour que tout se passe sans qu'il y ait des histoires. Vraiment, je les félicite. Malgré le fait que nous soyons une liste unique, les militants sont sortis, ils se sont exprimés. Nous avons eu un taux de participation de 80% et un taux de suffrage exprimé en notre faveur de plus de 99%. Et cela nous donne la légitimité nécessaire désormais de parler au nom du président du parti dans notre département administratif, mais notre département politique. En attendant de recevoir leur feuille de route, les nouveaux élus mesurent l'ampleur des défis qui les attendent. Aujourd'hui, les militants, souvent de fois, ont l'impression que c'est quand il y a des élections que nous venons vers eux et nous avons besoin de leur soutien. Il faut changer la donne. La solidarité va occuper une place de choix dans notre programme. Et également, il y a la formation. Tout parti politique n'existe et n'est fort que par sa base. Si vous n'êtes pas en phase avec votre base, sachez que réellement votre parti ne va pas perdurer longtemps. Donc pour cela, nous avons vraiment un défi et nous avons un engagement fort. Être au quotidien avec les militants, à leur écoute. Du côté des militants, cet exercice démocratique interne suscite de fortes attentes. Le directoire a répondu à l'appel des militants. Il faut voter, il faut choisir les personnes qui sont représentatives sur le terrain. Donc aujourd'hui, le choix est porté si les personnes sont représentatives. Et je pense que l'union faisant, tous les militants de façon unanime ont accepté ces personnes. D'où le travail sera de plus en plus fort, de plus en plus efficace dans la commune, à Bobo particulièrement, et évidemment en Côte d'Ivoire, pour le RHDP. Quand il s'agit de la mobilisation, c'est nous les femmes qui faisons la mobilisation. Donc il faut que les hommes pensent aux femmes aussi. Il faut qu'à Divo, on sente que le RHDP travaille. Il faut qu'à Divo, on sente que le RHDP est un, pour que nous puissions gagner les élections à venir. À ce jour, il reste 22 postes de secrétaires départementaux à pourvoir, dont 2 à Jacquesville, où le scrutin s'est soldé par une égalité de voix entre les candidats lors du scrutin du 23 juillet dernier, et 20 autres postes disponibles dans 9 circonscriptions électorales.
Voilà, c'était pour vous le dossier politique de la rédaction de RTI 1, préparé par Mahama Traoré. On s'intéresse maintenant à l'actualité internationale en Guinée. Jeudi de violence dans le pays. À Conakry, le Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, a appelé à une marche pacifique pour exiger plus de transparence dans la gestion de la transition. Un mouvement de contestation pacifique dispersé à cause de gaz lacrymogènes par les forces de sécurité. Des heurts qui ont continué toute la journée. On déplore 33 blessés parmi les manifestants et une quarantaine d'arrestations selon le bilan établi par le FNDC. Le journal francophone El Watan en Algérie est à l'arrêt. À compter de ce vendredi 29 juillet, les 130 salariés qui n'ont plus touché de salaire depuis 5 mois au moins sont en grève illimitée. Pour rappel, l'État algérien a fait bloquer les comptes du quotidien en mars dernier pour charges sociales impayées. Le quotidien se retrouve donc dans l'impossibilité de décaisser des fonds et donc de payer les salaires. Et voilà, c'est la fin de ce point d'information. On se retrouve à 10h pour un autre point, toujours sur RTI A.